Bonjour, ici Jean Bourbeau pour le balado Urbania. Chaque semaine, on vous amène dans les coulisses d'un reportage qui a fait réagir notre petite, quoique bouillante, salle de rédaction. Aujourd'hui, je reçois mon estimé collègue stagiaire, journaliste, Hugo Meunier, qui vient de signer un reportage sur un sujet aussi délicat qu'inévitable, la fin de vie. Hugo, bonjour. Salut Jean. Dans ton plus récent micromag, on suit deux familles à des moments différents de leur parcours qui ont un recours au service d'O3 Sentiers, un organisme qui accompagne les gens vers une fin de vie à la maison. C'est bien ça. Exactement. C'est que dans le fond, on a quand même démocratisé ou humanisé la mort dans les dernières années. On a juste à penser à... On a ouvert un peu les gens qui sont éligibles au programme d'aide médicale à mourir. Avant, c'était vraiment le lot d'une poignée de personnes. Je dirais pas chanceux, mais mettons qui se qualifiaient avec des maladies assez graves pour signer en bas. Maintenant, on l'a étendu un petit peu plus. Et cet organisme-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va une coche plus loin dans l'humanité, c'est-à-dire qu'elle accompagne des personnes en fin de vie, mais dans le confort de leur maison. D'où ça t'est venu, cette idée-là? Je trouvais qu'il manquait un petit peu parfois d'accompagnement du patient, des proches, ou même le lieu, l'environnement. Tu sais, je trouvais qu'effectivement, de venir à l'hôpital recevoir un soin terminal, ça manquait un petit peu de finition, disons. Ouais. D'humanité. Ouais, un peu, même si on essaie très fort, là, puis les équipes, d'humaniser le plus possible cet accompagnement-là. Mais c'est surtout la perte de mon père en 2019 qui m'a fait vivre une fin de vie évidemment difficile, mais dans un contexte hospitalier. Et alors que mon père rêvait d'être dans son salon à regarder le printemps arriver chez lui pour ses derniers jours. Et puis ça s'est pas très bien passé. Je suis sortie de là heurtée. Alors, c'est un peu ça, je trouve que ce qui est le coup de génie de cette initiative-là, c'est que ce qui fait peur, mettons, nous autres, on est trop jeunes, même moi, mais mettons, tu sais, quand tu finis tes jours, tu veux pas finir dans un hôpital. On a juste à se rappeler un peu les espèces de ravages de la pandémie où il y a plusieurs familles qui ont été traumatisées d'avoir été séparées de leurs proches et tout ça. Donc, entre ça et maintenant, on propose, c'est un projet pilote que cet organisme-là fait, de finir ses jours chez vous, tranquille à la maison. Et moi, j'avoue que je signerais en bas de ça. C'est un programme c'est vraiment une façon de finir, de mourir qui me tenterait. Alors voilà, on est allé suivre cet organisme-là et grâce à eux, on a pu rencontrer deux familles qui ont expérimenté ça. Et sans spoiler, c'est assez évident que ces gens-là sont très heureux et ça a vraiment contribué à faire leur deuil. Ton micromax s'intitule Humaniser la mort. Pour toi, concrètement, ça veut dire quoi, humaniser la mort? Ben, c'est humaniser l'affaire la plus terrifiante qui soit. Moi, je suis de cette génération. Je pense que ça a commencé avec les boomers, mais je vais être la première génération qui va pas au ciel. Quand je vais mourir, je vais aller nulle part. Alors, je trouve ça hyper stressant. Tu sais, c'est pas original, mais moi, j'ai pas le goût que ça finisse. C'est pour ça que j'ai commencé le jogging dans notre club de course, d'ailleurs. Mais j'ai réalisé à un moment donné qu'avec le train de vie que je suis pas en train de m'aider. Et ça me fait peur à un moment donné de me dire, hey, comme j'ai le goût de vivre longtemps et je sais que j'irai nulle part avant. Donc, j'ai le goût d'en profiter au maximum d'ici là. Et je trouve qu'une façon d'humaniser la mort, c'est que si la fin... Parce que là, en parlant avec ces familles-là, je réalisais que c'était quasiment une belle expérience. C'est ça qui était bizarre. On a rencontré les gars d'un monsieur qui est mort de manière fulgurante. Là. Il l'a appris, puis 3 mois plus tard, il était mort. C'est un coureur, d'ailleurs. C'est un coureur. Et c'est un ancien collègue à moi, en plus, André Provencher. Fait que ça a été une surprise que j'ai découvert là-bas. Là. Il faut parler de coulisses là-dedans. Je suis arrivé là avec Antoine, puis on a commencé à placer un peu le décor. Puis en regardant les cadres, j'ai fait, je le connais. Il a édité un de mes livres. Il était aux éditions La Presse. C'était une figure très connue dans l'univers médiatique. Mais ces gars, tu voyais que je me mettais à leur place, je serais en tabarnak, que là, ton père a un diagnostic, 3 mois plus tard, il est mort. Et je vois que la façon que finit ses jours, c'est-à-dire à la maison, c'était pendant Noël, tout le monde allait le voir, c'était comme une fête. Et les enfants étaient évidemment émus encore, mais très heureux, très, très zen avec ça. Puis je pense que pour une longue réponse à ta question, c'est ça, humaniser la mort. Si je peux finir mes jours couché quelque part où je me sens chez moi puis qu'il n'y a pas un petit rideau qui me sépare d'une personne à côté puis que je mange du manger mou pas bon d'hôpital, je pense que je vais être zen puis je vais être capable de laisser aller. Puis, dans l'actualité, il y a 1 million de sujets à développer. C'était quoi le flash, on va dire, initial de dire hey, j'aimerais ça aborder la question de la fin de vie comme à domicile?
Je vais être bien honnête, c'est une passe à la palette de notre patron Philippe. Je pense qu'il connaissait quelqu'un de cet organisme-là. Et ce qui est intéressant, puis c'est peut-être le lien avec l'actualité, c'est que cet organisme-là est en péril, donc sa pérennité est en péril à cause que il faisait partie d'un programme qui est relié qui a été coupé dans la loi 2 sur les médecins spécialistes. Donc, là où ça devient un événement d'actualité, c'est que ce programme-là, qui visiblement fait des petits miracles, là, évidemment, on n'a pas un gros échantillonnage, mais on a parlé à 2 familles qui imaginent même pas qui comprennent pas pourquoi c'est pas étendu à la grandeur de la province, puis pour toutes les familles. Donc, ce projet-là est sur la sellette, parce que c'est pas ça qui va être reconduit, parce que le programme pour lequel il a été approuvé a été coupé. Donc, je trouvais que c'était un sujet d'actualité, et c'est Philippe qui... Fait que c'est pas une idée de génie de ma part. OK, bon, écoute, c'est pour ça qu'on a un boss. Puis quand vous êtes entré en contact avec les familles, est-ce que c'est bien fait? Parce que c'est toujours délicat, ces moments-là, on va dire, dans la fin de vie de quelqu'un. Oui, c'est une bonne question. Est-ce que vous avez casté plein de familles ou est-ce que vous avez réduit ça à 2? Parce qu'on dirait que ça s'est quand même passé smooth. Là, ça s'est passé surtout vite. Et j'avoue que, tu sais, moi, des fois, j'ai de l'air un peu blasé. J'ai de l'expérience, puis j'ai pris ça un peu à la légère. Et j'ai été moi-même... touché par ces rencontres-là, parce que la première famille s'est imposée d'elle-même. Il fallait qu'on le vive à faire secours, Jean. On a rencontré la famille le vendredi, la dame est décédée le dimanche. Donc, on n'a pas eu beaucoup de jeux et on a reçu l'appel en début de semaine. Ce que j'avais pas prévu, premièrement, je connaissais pas ce monde-là. Tu rentres dans l'intimité, mais pas à peu près. L'intimité, genre, la madame était couchée sur son lit de mort. Donc, je pense que j'avais sous-estimé ce que ça me ferait parce que c'était une maison intergénérationnelle. Donc, la fille vivait dans la même boîte que sa mère et la petite fille. Et j'avoue que ça, Steph, qui est la réale, qui était là, elle a été témoin d'un moment d'émotion que j'ai rarement. On t'entend dans le micro-mag? Parce que oui, mais genre, tu sais, moi, je suis genre à camoufler tout ça derrière des jokes. Mais là, j'avoue que j'ai comme pogné de quoi. À un moment donné, j'ai fait... Ça va être ma réalité, à un moment donné, quand mes parents vont partir. Puis mes parents arrivent dans cette batch-là, que c'est les next, là. Ben, mes enfants, ils vont vivre ça, cette proximité-là, puis tout ça. Fait que j'ai fait... C'est vrai, pareil, que c'est très intime. Puis ça rajoute une couche, parce que là, tu meurs dans tes affaires. C'est weird après. Puis je crois pas aux fantômes, là. Je pense pas que la madame va chatouiller les orteils de tout le monde dans la maison après, mais... Il y a quand même une dimension très intime que j'avais peut-être sous-estimée en allant là, mais je savais qu'elle était mourante, là, mais j'ai pas vu grand monde dans ma vie sur le point de mourir à ce point-là. Merci, Méla. Oui. Non, mais je te suis Mes parents aussi restent chez nous, fait que je pense ça me fait passer à mon fils. Puis, donne des conseils, elle en arrache avec son fils. Surtout dans un décor de chez soi. Oui, puis dans une douceur. Tu sais, j'ai couvert des faits divers où les gens sont morts de manière violente et tout ça, mais là, j'avoue qu'une mort douce, organisée, dans laquelle on est invité, j'avoue qu'à un moment donné, tu sais, pas c'est correct, on fait notre job, mais tu te dis, bon, je suis quand même... il faut vraiment que ça leur tente de me montrer leur affaire, parce que moi, je suis pas sûr que je voudrais avoir une équipe de journalistes qui traînent autour du lit de mes parents pendant qu'ils vont rendre leur dernier souffle. On dirait que ça a toujours été un peu dans un souhait dans notre imaginaire, cette idée-là de mourir à la maison, de s'extirper un peu de la froideur médicale de l'hôpital institutionnel. Mais, tu sais, à la lumière de ce que tu as témoigné, c'est quoi les avantages, mais aussi peut-être les inconvénients de ce genre de conclusion-là? Ben, avantage, c'est que t'es dans tes repères. Fait que, je pense que tu peux, si moindrement il te reste un peu de côté zen puis de lucidité dans tes... Ben, ça doit être très rassurant de savoir que, OK, je reconnais les odeurs, je reconnais tout. Et l'envers du décor, c'est peut-être que... Ben, c'est ça. C'est rendu là, c'est peut-être pour des gens plus superstitieux. J'en suis pas. Mais c'est là que tu te dis, bon, ben, il y a quelqu'un qui est mort dans le salon. Là. Parce que là, dans la deuxième famille qu'on est allé chez les Provenchers, il était trop malade pour être grimpé à l'étage dans sa chambre. Fait qu'ils ont installé une espèce de lit de camp dans le salon. Ben, moi, j'aurais de la misère probablement à écouter le hockey dans le salon sans me dire, c'est vrai que papa est mort là 3 mois. Mais au-delà de ça, je vois pas beaucoup de négatifs là-dedans, à part que c'est un programme qui est... Puis là, j'ai l'air d'en faire la promotion, mais je pense que dans ce cas-ci, c'est la promotion de quelque chose que je juge bon, qu'on devrait étendre partout, on devrait permettre ça. Mais là, le problème avec ça, c'est que tu as toute une armée de médecins, puis d'infirmiers, puis de tout ça, de préposés bénéficiaires qui vont à la maison, donc qui se déplacent.
alors qu'on est dans une période où il y a une léthargie, puis il y a une crise, puis le réseau de la santé a de la misère à avoir du staff. Donc, j'ai de la misère à voir comment on va l'arrimer, mais par contre, ça a quand même sauvé 1000 jours depuis la création de ce programme-là, 1000 jours d'hospitalisation. Donc, ça, c'est quand même des coûts que tu sauves aussi. Désengorges le des système, lits que tu libères. Fait que, en tout cas, il faudrait que tout ce monde-là se jase de manière non partisane, peut-être un peu comme l'aide médicale à mourir, pour se dire, là, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire concrètement ensemble là, pour améliorer la fin de vie des gens. Puis il me semble qu'on devrait quand même être prompt à le faire, surtout dans un contexte de vieillissement de la population. Puis, comment est-ce qu'on devient un candidat ou candidate à pouvoir mourir à la maison? Est-ce qu'il faut assurer que tu vas avoir des ressources, des proches qui vont être là au quotidien? Comment est-ce qu'on devient comme l'élu ou un sujet du reportage? C'est une bonne question parce que justement, je pense que j'avais oublié de demander cette question-là tout le long. Puis à la fin, j'ai dit là, c'est pour tout le monde, ça. En fait, il faut que tu sois volontaire. Fait que, ça vient de la famille, de un. Mais oui, je pense qu'il faut quand même que tu aies un niveau logistique d'infrastructure acceptable et une famille en soutien parce qu'il va y avoir des soins qui vont y aller, mais pas 24/7. Donc, il faut que tu aies quand même une famille qui peut jouer qui peut faire le rôle d'aidant naturel. Dans les deux cas qu'on a eus, on avait ça plus, là, c'était de la famille qui vivait ensemble. Et la veuve de M. Provencher, ben, je dirais, était quand même en pleine forme. Ses gars étaient là, elle avait 3 gars. Elle a encore 3 gars. Donc oui, ça prend ça. Et j'imagine qu'il faut qu'il y ait un minimum de quelque chose de salubre et tout ça, sans disqualifier les gens qui n'ont pas des grandes maisons. Mais ça a donné quand même qu'on est arrivé dans 2 maisons qui étaient magnifiques. Mais je pense pas que c'est un critère là, d'avoir la plus belle maison pour faire ça. Puis, aux 3 sentiers, c'est ça, ils fournissent comme une espèce de petite armée d'experts, mais quand une personne meurt à la maison, qu'est-ce qui arrive concrètement? Est-ce qu'il faut qu'on contacte le médecin qui va venir, qui va officialiser la mort, puis après ça, il va y avoir un service qui va retirer le corps? Oui, c'est vraiment comme à l'hôpital, mais version homemade. Fait que là, d'ailleurs, l'équipe qu'on a rencontrée, c'est vraiment des gens qui tu vois bien qu'ils sont contents d'être dans cet organisme-là parce que c'est des fins heureuses. Mais oui, c'est le médecin qui doit déclarer la mort, puis ensuite, ben, c'est la mort qui va venir récupérer le corps. Puis, tu parlais, est-ce que c'est un privilège ou pas d'avoir accès à ce genre de service-là, mais est-ce que ça vient aussi un peu par la bande faire une critique du système, on va dire, un peu plus générique, qui est celui de mourir de manière, on va dire, hospitalière? Oui, 100%. Je trouve que, tu sais, au lieu d'en faire juste un désaveu, de dire c'est de la merde le milieu de la santé, je trouve que c'est une solution constructive. Fait que pour moi, c'est juste une façon justement, de trouver c'est une solution tangible, concrète, c'est faisable, et finalement, ça marche. Fait que, tu sais, rendu là, t'as même pas besoin de critiquer le milieu de la santé. Si les gens du milieu de la santé ou le ministre de la Santé regardaient ce reportage-là, d'après moi, ils feraient ben oui, ça a bien de l'allure. Tout le monde est heureux là-dedans. Il n'y a pas personne qui est pas content. Et en plus, ça dégraisse, ça soulage le milieu de la santé. Fait que pour moi, ça n'aurait pas de sens que ce programme-là disparaisse et ça n'aurait pas de sens qu'on n'étende pas ça partout parce que c'est le rêve ultime de mourir à la maison. Quand on a un rhume, un gros rhume, une grosse grippe, là, on est bien dans notre lit. On est bien chez nous, dans nos affaires. Donc, imaginez quand on vit quelque chose de très, très, très... C'est privé, la fin de vie. Hein? Il y a quelque chose, il y a une pudeur associée à ça. Où est-ce qu'on veut vivre ça avec nos proches, dans notre bulle, dans notre cocon? Donc, le domicile offre ce réconfort-là, les bruits de la maison. On n'a pas les bruits d'un hôpital, d'un intercom, des voisins de chambre. Ça, c'est pour le niveau humain. Donc, le bénéfice humain, il est énorme. Puis il y a aussi le bénéfice organisationnel de dire, ben, on met les patients au bon endroit, au bon moment de leur vie. Puis, tu sais, j'ai une question qui dit, tu sais, ça transforme la fin de vie du mourant, mais c'est quoi les impacts que ça a sur les proches? Ben ça, c'est bon parce que surtout j'ai pu en discuter plus avec les gars d'André Provencher qui étaient présents, il en manquait un, mais parce qu'avec l'autre famille, c'était tellement frais, live, ça se passait, c'était juste avant, fait que j'ai pas pu comme philosopher sur les bienfaits de la mort à la maison avec elle, mais je voyais bien que ça faisait leur affaire, mais plus c'est la demande de la mère. Tu voyais que c'était 2 sœurs. Il y en a une qui était moins chaude à l'idée d'eux. Tandis que les gars de Provencher, de M. Provencher, eux autres, quelques mois plus tard,
Ils en ont vraiment beurré épais à saluer à quel point ça avait été une bonne chose pour faire la paix, pour être dans un environnement qu'ils aimaient, parce qu'eux autres, ils n'aimaient pas. Imagine déjà que tu apprends que ton père meurt, puis qu'en plus, ces derniers milles, il est dans un lit d'hôpital, c'est froid, il y a une voisine à côté. Je pense qu'ils ont appris le pire des diagnostics sur le lit d'hôpital pendant qu'un rideau séparait de quelqu'un à côté. Il n'y a aucune intimité là-dedans. Il y a des heures de visite. Tu sais, moi, mettons, mon père, il reste 2-3 mois à vivre, ben, je vais vouloir le voir, pas juste parce que là, j'ai des heures à respecter et tout ça. André est toujours, pas hypochondriaque, mais presque. Puis sa mère était comme ça. Alors, il commençait à se plaindre de petits bobos. Moi, je me disais, bah, c'est comme d'habitude, ça va être rien. Puis au fil des examens, on a appris que c'était un cancer du pancréas. Et puis, à partir du moment où on a eu le diagnostic ferme du type de cancer, ça a duré 3 mois seulement. Fait que je pense que pour eux autres, ça a fait toute la différence, en fait, entre être vraiment en tabarnak contre le destin et bon, ben c'est correct, parce que même le principal intéressé avait de l'air à dire « je suis bien ». C'est beaucoup plus confortable. Ouais. Je repense à, mettons, à ma grand-mère qui est décédée à l'hôpital, puis c'était juste se rendre à sa chambre, les sons que tu entendais, la texture d'un hôpital, c'est rough, là, genre. T'imagines-tu une madame, là, comme ta grand-mère, ou je sais pas combien qui a eu d'enfants, qui a eu une trolley d'enfants, qui a fait de la bouffe toute sa vie, qui a travaillé fort. Elle mérite de puncher sa carte dans le confort, puis là, t'es là, puis là, le monde crie, il y a une crise à côté, ça sent toutes sortes d'affaires dégueulasses, faut que tu te fasses changer, faut que tu bosses pour avoir des soins. Non, fait que, effectivement. Puis tu sais, tu viens de m'apprendre que cet organisme-là ou ce programme-là est un peu comme à risque. Ouais. Parce que ma question suivante, c'était est-ce que c'est les balbutiements ou le début d'une atomisation de ce genre d'alternative-là? Est-ce qu'il va y avoir un relâchement où on va laisser un peu de lousse à... Ouais. On va laisser les gens mourir de manière un peu plus... moins générique qu'auparavant. C'est vraiment comme ritualisé. Quand tu vas à l'hôpital, tu meurs. C'est un fait, c'est vrai. Oui, on est à une ère qu'on va essayer d'autres rituels par rapport à mourir, mais aussi, dans le Micromac, j'ai un reportage écrit aussi sur une autre initiative qui s'appelle le Département des moments. C'est l'ancien, c'est un animateur, Jean-Pierre Gravel, qui s'occupe de ça. Ben, ça va un peu dans la foulée de ça. C'est de repenser la fin de vie qui est, comme tu dis, très ritualisée, très classique. Là. À date, il y a encore une petite cérémonie, même si on veut que ça soit plus laïque, que quand même, ça se passe dans un décor d'église, souvent, ou de maison funéraire. Puis, il y a comme un petit protocole. Et là, je pense qu'il y a du monde qui veulent changer ça. Et ils ont raison de le faire parce qu'on est une génération datée qui est en train de pousser, qui veut personnaliser des rituels. Et le département des moments, c'est ce qu'ils font. C'est qu'ils t'organisent un party de fin de vie. C'est l'affaire la plus... donc, au lieu d'attendre que tu sois mort puis que tout le monde, en mangeant des sandwichs pas de croûte, dise « Ah, ben c'était un bon gars, Jean. Il était bon, il courait. » Il y avait un bon pace. Mais au lieu d'attendre, ben, on te célèbre, on te fait un party de fin de vie avec tout ce que t'aimes. Puis là, on est allé rencontrer à Saint-Hyacinthe une dame qui a reçu cette... écoute, c'est une fan d'Alain Morisot et les Sweet People. Tu connais-tu ça? Oui. OK. J'avais la ref, OK. Ça me surprend que tu connaisses ça, par contre. OK. Pas si jeune non plus. Mais bon, ben, le département, ceux qui ont des moments, ont appelé Alain Morisot, qui évidemment, le gars va pas dire... non, tout le monde va vouloir. Puis un petit mot par vidéo, puis donner son repas préféré. Tout ça, je trouve ça important. Fait que je pense qu'on va arriver dans une ère de personnaliser nos morts. Moi, j'aimerais ça que ma mort ressemble à... Je suis control freak, j'organise mes anniversaires, 40e, tout ça. Moi, je veux organiser ma mort. C'est très narcissique, là, mais je voudrais pas, moi, que à mes funérailles, ils mettent une toune de Ginette. L'essentiel, c'est d'être aimé. Ça va me... Je veux dire, je veux contrôler ma fin de mort. Ta destinée. Ma destinée. Parce que c'est ça, c'est un peu comme dans les mains des proches, habituellement. Oui, puis là, moi, je les trosse pas pantoute mes proches. Fait que je vais vouloir gérer ça. Mais en même temps, blague à part, quelqu'un qui est pas entouré de tant de monde que ça, ben, peut-être que, tu sais, ou qu'il y a quelques proches qui n'ont peut-être pas la tête à y organiser un party, ben, un organisme comme ces deux organismes-là, c'est pas pire pour prendre les choses en main pendant que toi, tu vis ton deuil. Regarde, tu sais, je gère ça, je m'en occupe. Vivez votre deuil, passez les derniers moments avec vos proches. On va s'arranger pour pimper vos derniers moments avec vos proches. Parce que c'est à la lumière des deux, de ton texte puis du reportage vidéo, tu sais, dans le fond, c'est des nouvelles manières de un peu mourir mieux. C'est ça, mourir mieux. Voilà. Écoute,
Daniel Bélanger disait « Rêver mieux, nous, mourir Ah, mieux je voulais pas faire de blague pendant ça. ». Ben, c'est pas une blague. Si vous n'avez pas encore jeté un coup d'œil au micromag d'Hugo avec Stéphanie à la réalisation, je vous invite à le faire. C'est vraiment touchant. On t'entend même pleurer à un certain moment Non, donné. ils vont couper ça, j'espère, parce que... Je l'ai entendu. Il faut que je le dis ici. Non. Parce qu'il faut que je garde Non, mon faut garder mon ça côté... faut garder ça dans le micro. Oui, mais j'étais un dur à cuire. Oui, je sais. OK, J'ai même enlevé les blagues de musculature vu que c'est un sujet sérieux. c'est vrai. Le lien est juste là dans la description. Hugo, un immense merci. Merci aussi à Rafi qui veille au décorum, tout comme à la qualité du son. Si vous avez aimé, likez, partagez et abonnez-vous au balado, tout comme au Micromag d'Urbania. On se retrouve la semaine prochaine.